Vous êtes bien sur Mac Journal. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Bouche, le maire de Villeparisis. C'est le maire sortant. Frédéric Bouche se présente avec l'étiquette PS, Parti Socialiste. Il va exposer son programme pour Villeparisis, qui va être la continuité de ce qu'il a déjà entrepris avec son équipe. Je le rappelle, comme à l'habitude, ce sont les candidats eux-mêmes qui contactent Mac Journal pour être interviewés et non pas Mac Journal qui contacte les candidats. Candidats aux municipales qui vont se dérouler en mars 2026, donc de cette année-là, c'est dans quelques semaines à peine. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Bouche, qui est maire de Villeparisis, mais surtout candidat à sa succession, candidat à la mairie. Donc, tout à fait. Avec une liste pour les municipales de 2026 qui arrivent là en mars, on y est. 15 et 22 mars 2026. Tout d'abord, merci de nous recevoir au Mac Journal. Oui, effectivement, candidat à ma réélection, et puisque l'enjeu, c'est de pouvoir continuer tout ce que nous avons mis en place sur le mandat écourté 2020-2026 et pouvoir traduire en continuité toutes les actions et les programmes qui ont déjà été lancés. Mandat écourté. Mandat écourté parce que nous avons été élus en juin 2020. Réellement, le mandat a démarré en juillet 2020 pour nous, mais c'est un mandat qui, structurellement, sur la partie budgétaire, ne pouvait pas être la première année ne pouvait pas être l'année de nos choix. Le budget avait déjà été voté. En juillet et en août, on ne fait pas retravailler les services sur des intentions nouvelles. On les fait travailler sur la prévision pour l'année 2021. Donc l'année 2020, nous l'avons vécu avec un budget qui n'était pas le nôtre. Donc nous avons fait un mandat de 2021 réellement à 2025, 5 années pleines en exercice. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire, avec tout ce qu'on a fait en 5 ans, imaginez si on avait une année de plus. Donc Frédéric, là tu repars. Je repars, oui, tout à fait. Avec une liste nouvelle qui change, avec les mêmes personnes, comment ça va se passer? Et puis tu vas nous expliquer ton programme aussi. Alors, l'intention, c'est repartir déjà avec une cohérence, pas forcément de liste en soi, mais une cohérence de positionnement. J'ai toujours, moi, dit, j'avais prétention à représenter l'ensemble de la gauche et de l'écologie et des citoyens engagés à Villeparisis. Je resterai sur la même ligne. C'est-à-dire, je dis que si on part divisé, bien évidemment, la gauche ne peut pas prétendre à grand-chose. Je parle là au niveau local, au niveau national, c'est encore un autre sujet. Est-ce que tu es encarté? Je suis encarté, je suis au Parti Socialiste et j'ai autour de moi des membres du Parti Communiste Français. Et j'ai des gens de différents courants, sensibilités, pas forcément encartés. D'ailleurs, je ne demande pas aux gens d'être encartés. Ce que je demande, c'est qu'ils s'engagent pour Villeparisis. Par contre, tout le monde connaît ma ligne. Je suis à gauche, je reste à gauche, et je représente politiquement ce courant-là. Localement, mon ambition, c'est de répondre à l'ensemble des Villeparisiennes et des Villeparissiennes. Donc, je ne fais pas une politique sectaire qui ne s'adresserait qu'au peuple de gauche. Mon but, c'est que notre ville de Villeparisis grandisse, et grandisse sereinement, comme elle a toujours été. Et donc, ma liste reste toujours sur la même ligne, avec un renouvellement, mais comme ça se fait naturellement, parce qu'il y a des gens qui se sont engagés pour pouvoir reconquérir cette ville, mais qui n'ont pas la possibilité de continuer dans le temps. Le prochain mandat fera certainement 7 ans. En tout cas, à cause des présidentielles. À cause des présidentielles de 2032, et ça déportera certainement le temps électoral municipal. C'est long, 7 ans. Cet engagement sur 7 ans, et c'est tout ce que je demande à mes colistières ou mes colistiers, c'est est-ce que vous êtes en capacité de vous engager pour 7 ans? Alors c'est à la fois long et pas si long que ça, parce qu'on sait que ça passe très vite, pour pouvoir élaborer et réaliser des projets, on sait que ça prend longtemps. Un projet, c'est un temps long, et pour autant, un mandat, ça passe très vite. On a cette sensation qu'il passe très vite. Mais quand on se retourne en arrière, on se dit, finalement, ça c'était il y a longtemps. Je fais référence là au Covid, les contraintes qui nous ont été imposées sur fin d'année 2020, début d'année 2021, on était sur un temps Covid, et j'ai vécu ce mandat, et avec mes élus, on l'a vécu très rapidement, et pour autant, ça, je sais que c'était loin. Et je sais combien ça nous a impacté, mais tout ce que j'ai vécu sur ce temps-là, ça fait longtemps que je n'y pense plus.
Mais 7 ans, c'est pour ça que je dis que 7 ans, c'est long, ça en durée de vie. On peut avoir un projet de vie qui nous amène ou à vivre ailleurs, ou un projet professionnel qui nous demande de nous impliquer autrement. Donc, ce que j'ai demandé aux élus, ceux qui sont en place actuellement, et celles et ceux qui nous rejoindront, c'est de pouvoir s'impliquer avec certitude sur les 7 années. Et donc, ce renouvellement se fait naturellement. Il y a des élus qui vont être sortantes ou sortants, qui ont fait un super mandat avec un bilan très positif, mais savent qu'ils ne pourront pas se réimpliquer. Par contre, ils ont la certitude qu'il y aura bien une continuité, que tout ce qu'ils ont mis en place sera dans l'esprit, toujours sauvegardé, même si ça peut être amendé, modifié, re-questionné, mais dans tous les cas, que cette continuité d'action sera toujours mise en protection, on va dire, au sein de notre équipe. C'est bien l'enjeu. La liste est complète. La liste est complète. Mon problème, en fait, c'est pas de dire aujourd'hui aux gens, rejoignez-moi. Mon problème aujourd'hui, il est plutôt de dire, t'as un super profil. J'adorerais qu'on puisse travailler ensemble, mais là, c'est compliqué, je ne pourrais pas. Je ne renouvelle pas une liste à 100%. J'ai à peu près, c'est du 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de personnes qui vont rester, qui vont assumer et assurer ce travail en commun et travailler sur cette notion de continuité, tout en mêlant de nouvelles actions. Et puis après, j'ai un tiers de personnes, mais qui sont des fois déjà très impliquées dans le tissu ou associatif ou le tissu local, et qui vont nous rejoindre et qui ont déjà cette envie et qui connaissent pour beaucoup déjà les rouages d'une collectivité. Et ça, c'est un avantage. D'autant que c'est déjà ouvert, puisqu'il y a le conseil participatif. Ouais, c'est ça. Et on retrouve des profils un peu qui ont profité de cette ouverture pour se former, s'informer. On a fait des formations, par exemple, sur le budget. C'est quand même un peu dur l'appropriation d'un budget. C'est une grosse partie. Oui. Et pour autant, c'est ce qui est le point essentiel de notre fonctionnement en collectivité. Donc, les gens qui ont déjà fait ces cycles de formation, c'est un temps gagné énorme, parce que ça leur permet de s'approprier très vite les codes de fonctionnement d'une collectivité. Donc, l'équipe sera renouvelée à peu près à 1 tiers, avec des personnes qui ont cette même envie, cette même motivation que ceux qui étaient présents et que ceux qui le seront demain. Donc, une équipe dynamique. Et je te disais, moi, mon sujet, c'est pas de dire rejoignez-moi, s'il vous plaît, je suis un peu court, j'ai le manque du monde. Mon sujet, c'est de dire je ne peux pas, je pourrais constituer 3 listes. Tu es obligé de choisir. Je suis obligé de choisir. Par contre, restez avec nous parce que demain, on va travailler tous ensemble. Et comment vous pourrez continuer à apporter votre pierre à l'édifice. À tout à l'heure, je recevais un message d'une personne qui me disait ok, on n'a pas pu partir ensemble, mais t'inquiète pas, je suis derrière, je suis en soutien. Et je le sais. Et ça fait plaisir parce que ça veut dire que finalement, ce qu'on a, et c'est ce que je crois, notre bilan est bon. Et parce que le bilan est bon, on peut avoir ces soutiens. Des personnes qui, politiquement, peuvent être même éloignées de mon courant, mais qui vont dire, pour la ville, ce que tu as fait, ça correspond à ce que nous attendions, indépendamment de ta couleur politique. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu représentes, ce que tu es, ce que tu représentes pour la ville. Et donc ça fait chaud au cœur. Tu peux te présenter rapidement, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore. Je suis Frédéric Bouche, je suis maire de Villeparisis depuis 2020. C'était mon premier mandat, je n'ai jamais eu de mandat politique, quel qu'il soit, avant 2020. J'étais avant fonctionnaire d'État, je travaillais pour le ministère de l'Équipement, après je suis devenu fonctionnaire territorial pour pouvoir toujours œuvrer dans l'ingénierie publique. Et puis j'ai travaillé pour de nombreuses communes, pour de nombreux maires. J'habite sur ma ville depuis 98. Ça commence à faire un peu maintenant, mais je suis pas, mon accent me trahit un petit peu, je suis pas originaire de l'Île-de-France, je suis de l'Ariège, les montagnes pyrénéennes, donc j'ai fait un grand bond dans le nord, déjà ça devait être en 95-96 je crois, grand bond dans le nord, et à partir de là, j'ai vécu très vite à Villeparisis, depuis 98, et je me suis attaché à cette ville, à ses défauts, parce qu'elle en a, cette ville, mais à ses qualités. C'est une ville périurbaine, franche périurbaine, parisienne, et qui n'a pas forcément une centralité forte, mais qui a une histoire. Tu es marié? Tu as quel âge? Alors, je ne suis pas marié, je vis avec ma compagne, mais nous ne sommes pas mariés. Elle a 2 enfants, j'ai un enfant, et aujourd'hui, nous avons, que je n'oublie aucun, 5 petits-enfants. Ah, bravo! Voilà. Oui, ça fait du monde à la maison, mais c'est aussi ça qui est convivial. Voilà. Et ma compagne, elle est issue d'une famille ancienne de Villeparisis. Donc elle a aussi ce lien avec cette commune, et c'est peut-être aussi cette transmission qui s'est faite. Et les enfants, pour la plupart, sont restés aux abords de Villeparisis, voire sur Villeparisis. Je suis de formation ingénieur.
de profession, ingénieur. J'ai fait le choix de mettre à l'arrêt ma profession pour me consacrer pleinement à ma collectivité. Réellement, sur les villes de cette strate-là, difficile de faire autrement. On est à 27 000. Au-delà de 15 000 habitants, je pense que, enfin même au-delà de 10 000, je pense qu'il y a déjà un enjeu. Le temps qui est pris par la fonction, c'est un temps continu, il n'y a pas d'arrêt, que ce soit de jour comme de nuit. Donc, pour ma part, je pense que c'était pas possible. Comme de nuit, ça veut dire de jour, on se doute qu'il y a de l'administratif, des cérémonies, beaucoup d'administratifs, beaucoup de réunions, beaucoup de choses à mettre en place. Et de nuit, pourquoi de nuit? Et de nuit, parce que de nuit, c'est pas sur le volet festif, de nuit, qu'on se rassure, c'est sur le volet astreinte. Une ville continue à vivre la nuit, elle ne s'arrête pas. Je suis un hyper anxieux. Donc très souvent, je tourne moi tout seul dans la ville la nuit parce que ça permet de repérer ce qu'on ne peut pas voir de jour. Mais au-delà de ça, c'est le côté astreinte. Il peut y avoir un incendie, il peut y avoir des choses beaucoup plus difficiles à vivre. Et dans ce cas-là, l'élu se doit d'être présent, accompagné, des fois pour des solutions de relogement d'urgence, des fois pour accompagner les familles sur un deuil, ou des fois, il y a quelque chose dont on ne parle jamais, ou très peu. Et pour autant, les élus, ils sont pas du tout formés d'ailleurs sur le sujet. C'est qu'il peut y avoir une personne qui décède à domicile, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'aidant à proximité, c'est la collectivité qui doit se substituer et qui doit réaliser toutes les démarches. Et quand je dis qu'on nous en parle jamais, c'est que on se retrouve là confronté réellement à un corps sans vie. Voilà, il faut aussi... Il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose, et des fois même, on retrouve la famille, et c'est la première information portée. On n'a pas été formé à annoncer à quelqu'un. Ça m'est arrivé, j'ai en tête, moi, d'avoir dû expliquer à un jeune garçon de 16-17 ans que son papa était décédé. C'est particulièrement dur. Quels sont les mots choisis? Il vivait pas avec? Non, il ne vivait pas avec. Mais quels sont les mots qu'on emprunte? Qu'est-ce que l'on dit pour pouvoir accompagner? Alors, c'est un tout petit bout de notre fonction. C'est un exemple. Mais ça fait partie des choses qu'on ne sait pas sur le mandat des maires et que nous avons à vivre et à mener. Et puis après, les réseaux sociaux sont par exemple, eux ne s'arrêtent pas non plus la nuit. Moi, je me souviens d'une anecdote, une dame qui m'avait écrit à 23h55 un dimanche soir. J'étais avec ma compagne et la dame, alors je ne dormais pas encore, et la dame m'a dit 23h55, problématique de stationnement. Mentalement, je note le sujet, je me dis demain, ok, on traitera, parce que dans la nuit, je vais pas lui régler son problème de stationnement, et ça ne demandait pas une intervention nocturne. Donc sur le Facebook de la mairie? Directement sur mon Messenger à moi. Ah, donc, voilà, en direct. Et je réponds pas, mais ce que je ne savais pas, je suis pas un grand pro des réseaux sociaux, moi, c'est que on voit si la personne a vu le message. J'ai compris après. Et 5 minutes après, elle m'écrit, elle me dit, bravo, vous avez fait une campagne sur la proximité, sur le fait que vous soyez disponible, bravo, vous me répondez pas. Et je lui ai dit, écoutez madame, si vous avez vos coordonnées téléphoniques, je vous appelle dans l'immédiateté. Et je l'ai appelé en me disant, mais il est minuit, un dimanche soir, pour une problématique qui ne relève pas de l'urgence. Elle t'a envoyé son téléphone? Oui, elle m'a envoyé son téléphone. Et je l'ai appelé, et je lui ai dit, il est minuit, dimanche soir, pour une problématique qui ne nécessite pas une intervention en urgence. Et je lui ai dit, avant contrainte de la problématique, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour moi, pour ma vie familiale? Et la dame, elle m'a dit, mais je viens de comprendre. Et elle s'est confondue en excuses. Par contre, du coup, on a discuté 1 heure. Et une discussion hyper sympa. Elle croyait qu'elle tombait sur une astreinte, non? Non, elle savait très bien qu'elle écrivait au maire, parce que, et le reproche était fait de pas répondre, il était bien fait directement au maire. Mais par contre, la discussion qui s'en est suivie, on a parlé jusqu'à 1h du matin, et on aurait pu parler 2 heures de plus, parce que la discussion, du coup, a été, on est sorti du cadre, et on a pu parler de fond et de bien d'autres choses. Enfin, du fond de sa problématique, mais elle a compris aussi que, oui, c'est quoi cette société qui fait qu'on est dans l'immédiateté absolue et que le maire ou la maire en question, suivant les communes, doit être disponible à H24. C'est la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, je te disais que j'ai accompagné de nombreux maires précédemment et que ces maires ne vivaient pas ça. Avant 2008, l'effet réseau n'existait pas. Et le téléphone, l'histoire du téléphone portable. Mais si on regarde dans les évolutions entre le téléphone portable et l'effet réseau, ça a changé totalement notre modèle de communication et la réactivité nécessaire. Mais ça vaut partout. Moi, je le vois avec mes services. Il n'est pas rare que j'appelle mes services un samedi, un dimanche en disant, bon, on a un truc, pensez-y, demain il faut qu'on le traite. Et
je sais pas si on peut y voir une forme de maltraitance, mais une forme d'ultra-disponibilité pour les cadres, souvent. Et une contrepartie, peut-être. Je sais pas, pour avoir été cadre en fonction publique, je suis pas sûr qu'il y ait une contrepartie. Par contre, je pense qu'il y a un investissement profond et sincère pour la grande majorité de ces cadres. C'est-à-dire qu'en fait, tu attends des gens avec qui tu travailles qu'ils aient le même genre d'implication que toi, oui. Tu as. Avec beaucoup de bienveillance, bien évidemment, mais peut-être parce que je vais rechercher des profils un peu similaires, où on assume le fait d'être... j'ai travaillé pour le service public, c'est-à-dire que être au service du public, ça demande sa disponibilité. Le service public, ça dit ce que ça dit. Tout à fait. Au service du public. Tout à fait. Bon, entre 3h et 4h du matin, c'est un peu plus raide. Voilà. On parle du bilan ? Oui. On s'était engagé sur 124 actions très détaillées dans tous les domaines, que ce soit du cadre de vie, de la santé, de la sécurité, où on avait expliqué l'animation, le sport, la culture, les festivités, et on avait expliqué tout ce qu'on allait développer. Et j'avais dit à mes services, on a fait beaucoup, voire même beaucoup plus. Mais je disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait fait plus de 85% de ce sur quoi nous nous sommes engagés. Pourquoi pas 100%? Parce que j'ai conscience, pour mes services, que le contexte, d'abord Covid, puis le contexte crise énergétique et inflation, a généré quelques contraintes. Et puis, il y a des fois des actions sur lesquelles on pensait qu'on pourrait les développer et qu'on n'a pas pu réaliser. J'ai en tête, par exemple, la construction d'un groupe scolaire. Mon prédécesseur avait dit qu'il avait lancé la construction du groupe scolaire. En l'état, ce n'était pas tout à fait vrai. Parce qu'il n'y avait pas eu de permis de construire à délivrer, parce que les marchés publics ne s'étaient pas lancés. Et puis, très vite, on s'est aperçu qu'on a perdu énormément d'enfants, d'élèves sur la ville. Qui ont déménagé ? Qui ont déménagé le post-Covid, déjà. Post-Covid est venu cristalliser ce mouvement où on s'éloigne, on va de la ville vers la campagne. Et puis, tendanciellement, les 7-8% annoncés par l'éducation nationale sont présents, ces 7-8%. On voit bien qu'on a la baisse de la natalité nous impacte pleinement. Et je faisais le comparatif entre le moment où avait été annoncé la construction du groupe scolaire 2014-2015 et la réalité de la rentrée scolaire 2025. Donc en 10 ans, on a perdu plus de 400 élèves sur l'île Parisis, sur la partie maternelle et primaire. C'est énorme. 400 élèves, c'est plus qu'un seul gros groupe scolaire. Et donc j'avais dit, sur le groupe scolaire, on va peut-être attendre, parce que là, on va trouver d'autres solutions. On a construit 6 classes dans les différents groupes scolaires en mandat, mais on va attendre avant de se précipiter et d'identifier réellement le besoin. Donc ça, c'est les écoles primaires. Hein. Ça, c'était sur les écoles primaires. Mais tu vois, ça, c'était un engagement qu'on avait pris et que je sais ne pas avoir tenu, mais parce qu'il y a une raison logique. De la même manière, j'avais dit qu'on financerait et je te parle que de ceux qu'on n'a pas tenus. J'avais dit qu'on financerait sur l'achat des vélos électriques une part, en complément de ce que faisait la région. Donc on était prêt à le lancer, puis la région nous a dit « Ah, c'est génial, vous allez mettre combien ?» Je ne sais plus comment on avait prévu, 100 ou 150 euros. Et la région nous a dit « Du coup, ça viendra en déduction de ce qu'on donne. » 100 ou 150 euros par vélo électrique. La région donne, jusqu'à concurrence de 500 euros, paye la moitié de ton vélo. Et la région, quand on leur a proposé, nous a dit « C'est génial, c'est super, mais du coup, votre aide viendra en déduction de ce que nous donnons. » Elle a dit « Non, si à la fin, ça fait toujours la même aide pour les villes parisiennes et les villes parisiens et que c'est nous qui payons un peu plus, aucun intérêt, autant réserver l'argent pour autre chose. » Voilà, donc ça, ce sont des actions, et c'est pour ça que j'avais bien dit à mes services, 85%, pour moi, c'est la bonne jauge. On y est, pas de souci, on les a même dépassés, largement, et suivant les secteurs, on est plus proche des 95%. Et pour autant, j'avais fixé cette condition parce qu'il me semblait évident que si tu veux être élu, il faut respecter tes engagements, et que c'est à ça qu'on mesure. Il y a la fameuse phrase qui dit que on ne gagne pas sur un bilan. Moi, je ne crois pas. Moi, je pense que déjà on perd si on a un mauvais bilan. Des fois même, on se représente pas si on a un mauvais bilan. 2017, présidentiel. Mais je pense que quand on a un bon bilan, c'est déjà un vecteur de réussite. Ça permet de dire aux habitants, faites-nous confiance, parce que ce qu'on vous nous avez élus pour faire cela, quand on met 124 engagements, ça veut dire que les gens savaient très bien qu'on avait... C'est beaucoup, 124 engagements. Oui, c'est beaucoup. Et encore, on m'a réduit. Mais quand on en met autant, ça veut dire que c'est une volonté de faire, et ça démontre que l'on a fait. Et surtout, quand je dis on a réduit, on a dépassé ce cadre des 124. Il y a bien des actions
qu'on n'avait pas prévu de réaliser, ou dans la dimension, on pensait pas que ça allait prendre. J'ai en tête par exemple la Maison des droits. J'avais prévu une maison de la citoyenneté, et on a transformé cette maison de la citoyenneté en Maison des droits. Maison des droits Jeanne Chauvin, c'est en 2021. Et cette Maison des droits, c'est une aide qui a dépassé finalement le ressort propre de la citoyenneté. On vient en appui sur bien des sujets et on a fait labelliser la Maison des droits espace de vie sociale. Je vois que ça prend, on a aujourd'hui quasiment 5000 visiteurs à l'année sur cette Maison des droits et on a 30% du public qui n'aime pas la ville parisienne et qui n'est même pas pour partie francilien. Donc elle fait quoi cette Maison des droits? Alors cette Maison des droits, elle accompagne dans l'accès aux droits, quelles que soient les thématiques, elle accompagne des demandeurs qui peuvent être des fois perdus parce que il y a une fracture numérique, déjà c'est le premier point, perdus parce qu'ils n'ont pas les bons réflexes, ils n'ont pas les bons réseaux, perdus dans des droits par exemple par rapport à la CAF, par rapport à l'APA, par rapport à des personnes qui sont handicapées, qui ont besoin de comprendre aussi quels sont les appuis qu'ils pourraient trouver. Et elle fait du conseil et on aide aussi dans la montage des dossiers. On y trouve des gens qui orientent, qui conseillent, et qui des fois font de la pré-rédaction, des gens qui peuvent avoir eu un différend avec une entreprise. On va les aider à rédiger leur courrier. Des fois, il n'y a même pas besoin de rédiger le courrier, c'est juste l'appel téléphonique qui va être conclusif pour l'administrer. Et ça, moi, quand j'ai pu mesurer qu'on était avec 30% du public qui vient, j'ai des gens qui sont venus de Marseille, du Havre. On se dit, en fait, ouais, c'est énorme. C'est pas réservé aux villes parisiennes. Non, on l'a jamais pensé comme ça. Et puis ça s'est fait naturellement sur de bouche à oreille. Une famille qui dit, moi j'ai été aidé, c'est super, viens, et on a des gens qui viennent de très loin. Et je dis, 30% aujourd'hui du public n'est pas du public ville parisien. Oui, comme quoi ça manque ailleurs. Comme quoi ça peut manquer ailleurs, mais comme quoi aussi peut-être on a une force de proposition, une force de réponse, et que la cible a dépassé l'objet initial. Et des actions comme celle-ci, on en a fait de nombreuses, des actions qui ont dépassé le cadre de ce qu'on avait prévu de mettre en place. Et on le rappelle dans notre bilan, en disant, ok, on a fait tout ça, mais aussi on a fait ça en plus pour Ville Parisie. Et c'est là où moi je me sens fort, en disant, oui, j'ai voulu redonner, cette ville a une âme. Moi j'aime bien le propos des plus jeunes et des anciens Villepariziens, mais qui vivent vraiment à Villeparisis, qui ont cette culture, ils appellent ça le village. 27 000 habitants comme village, il y a mieux. Mais ça veut dire qu'il y a cette appropriation forte. Je me dis qu'on a réussi à rendre fiers finalement ces habitants, c'est-à-dire on habite à Villeparisis et on peut le porter, on n'est pas qu'une cité dortoir, au contraire, c'est ça. Une ville animée. Quand on parle de Villeparisis, c'est vrai que on voit des immeubles, des rues, des grands axes, la R1-3, le RER, mais on a une identité qui nous est propre. Villeparisaine, nous on a cette identité et en fait c'est cet ensemble et c'est ça qui est fort et ça ne se perd pas et en tout cas on fait en sorte que ça ne se perde pas. Moi j'adore quand je vois passer des jeunes avec le survêtement du club de foot de Villeparisis avec USMV, c'est presque leur tenue à l'année, mais parce que c'est une appropriation. Qui est-ce qui achète le survêtement? Ce sont les familles souvent, mais c'est le club qui le met en place. Mais je vois donc ces jeunes avec ça, mais je vois aussi des adultes, trentenaires, quarantenaires, qui arrivent avec la doudoune de la structure, avec marqué Union sportive municipale de Villeparisis. Il y a cette appartenance, il y a ce lien. Et ça me parle. On a un tissu associatif de plus de 5000 personnes. Et quand c'était l'objet de notre mandat, c'était de tout faire pour que ce tissu associatif, que je considérais être le sel de notre ville, soit renforcé, aidé, accompagné. On a augmenté par exemple les dotations des associations de 50%. Cette augmentation, c'est pas, on l'avait annoncé l'augmentation dans le programme. C'est pas pour leur faire plaisir, c'est parce que j'estime que, alors surtout en temps Covid, il y a eu besoin de les aider à pouvoir repartir. Mais parce que je vois combien ils se mobilisent sur le territoire, combien ils sont présents. Et s'il n'y a pas d'association, voilà. Et ça, eux assument ce rôle de lien, et moi, je fais en sorte qu'ils puissent continuer à l'assumer. C'est mon enjeu. Donc, on le fait sur les structures. On a fait un mandat de réalisation avec beaucoup de structures portées pour eux, et notamment sur le tissu associatif sportif. Ça a été quasiment le point fort de notre mandat. On a livré un peu le gymnase dédié à la gymnastique. Mais on a fait beaucoup sur le sport. Et que ce soit pour nos associations et même pour le sport scolaire. Tu vois, on a construit, par exemple, ça paraît simple, mais deux murs d'escalade
pour que aussi nos collégiens, alors nos écoles primaires, mais nos collégiens puissent s'en saisir. Voilà, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Le sport comme étant un vecteur du vivre ensemble. Ça fédère, ça permet aussi de travailler un des axes de l'éducation populaire. On a beaucoup travaillé pour l'éducation, on a mis beaucoup plus de moyens. L'éducation populaire ? L'éducation populaire, en fait, c'est l'idée que l'éducation ne relève pas que du modèle éducatif scolaire. Voilà, que de l'école. Il faut que l'ensemble, d'abord les parents, bien évidemment, mais au-delà même des parents, il faut que l'ensemble des rouages puissent fonctionner ensemble. C'est le cas de le dire, c'est un peu une belle paraphrase, mais qu'ils puissent avoir une action commune sur la culture, sur le sport, mais sur la citoyenneté, les conseils municipaux des jeunes, conseils municipaux des enfants, conseil communal des enfants, qu'on puisse en fait imbriquer tout cela. Donc il faut donner des moyens. Centre culturel Jacques Prévert, ça fait partie des actions qu'on n'avait pas annoncées comme telles, et pourtant qu'on a concrétisées. Je crois cette année, on doit être à plus de 65 levées de rideaux en direction des plus jeunes. 65 levées de rideaux en direction des plus jeunes, c'est aussi leur donner très vite les codes, l'appropriation de qu'est-ce que la culture, et dans tous les domaines. C'était pas comme ça avant, il n'y en avait pas autant? Non, pas à ce point. Non, pas à ce point, là c'est vraiment un choix politique. Le centre culturel Jacques Prévert, ça fait longtemps qu'il existe. Oui, mais il existait, et sans faire injure à qui que ce soit, parce que c'est pas l'objet là, il existait comme étant plutôt une salle de spectacle. Or, les salles de spectacle vivent mal, d'abord elles vivent mal l'essor 2017 des plateformes numériques. Je vais faire de pub à personne, mais voilà, on a tous en tête les plateformes concernées. Ça a fait déjà baisser le nombre de personnes qui se déplacent voir le spectacle vivant, et le post-Covid a fait très très mal. Et donc moi l'idée c'était de dire, faut peut-être démontrer que finalement aller dans les salles, c'est bien. Et pour le démontrer, on va commencer par le public le plus jeune, pour que ce public jeune puisse comprendre que finalement le spectacle vivant, ça a une valeur supérieure à un spectacle revu sur une télé, et qu'on n'a pas la même approche. Et ça, c'est important. Alors, on s'adresse pas qu'aux plus jeunes. On essaye aussi de travailler cette culture populaire, aller vers des pièces du théâtre de Bouvard, et permettre que chacun puisse s'y retrouver. Mais travailler sur un public jeune, c'est aussi vraiment continuer dans cette appropriation d'un code complémentaire, et qui aide à l'éducation, qui aide au développement. Et on commence très tôt. Ça aussi, on l'avait pas prévu, je pense. On fait le festival des petits moments en famille. Ça touche à 0,3, 0,5 ans sur un week-end, et on va avoir des temps de spectacle, des spectacles courts, mais qui sont vraiment adaptés au plus jeune âge. Et les parents viennent aussi, en bénéficient, pour un tarif, je crois qu'on est à 5 € l'entrée. Enfin, c'est un tarif modique. Et l'enjeu, on parle pas souvent à ce public-là très petit. Qu'est-ce qu'on peut donner là aussi très tôt, alors avec l'appui de nos services, je pense à la médiathèque, je pense au service culturel bien évidemment, et la communauté d'agglomération, on a mis beaucoup d'actions en place sur mettre de l'animation sur notre ville, redonner en fait un volet vivant. Oui, parce qu'il faut préciser que tu es aussi vice-président à la communauté d'agglo Roissy Pays de France. Oui, vice-président dans cette très belle communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération qui, comparativement à d'autres, a plus de moyens. Elle est très grande. Elle est très grande. Et puis elle a plusieurs départements. Elle a 2 départements, 95, 77. On est à plus de 380 000 habitants. On est assis sur l'aéroport, donc on a des ressources propres, mais aussi des contraintes qui sont liées à l'aéroport. Comme quoi? L'habitation, le taux d'habitation? Oui, le plan d'exposition au bruit, les contraintes, parce qu'on amène vers l'aéroport, et comment on réfléchit les déplacements, par exemple, domicile-travail. Si Villeparisis est la ville de Seine-et-Marne qui a le plus d'habitants travaillant sur la plateforme aéroportuaire, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut être en capacité aussi de leur permettre d'aller travailler. Et l'aéroport, il travaille aussi de nuit, hein. Enfin, il y a une continuité. Tous ces enjeux. Vous avez monté des TAD, des choses comme ça? C'est pas un TAD, mais il y a Fidéo par exemple, mais il faut s'assurer qu'il y ait cette continuité avec Île-de-France Mobilité. Chez nous, par exemple, c'est la ligne 23, le terminus est à Villeparisis, ou le départ est à Villeparisis. Il faut s'assurer des continuités de service. Donc ça n'existait pas avant? Alors, ça existait, mais nous, on a aménagé, et en tout cas, on est très vigilants. C'est aussi le rôle de la communauté d'agglomération. C'est Daniel Aquin, le vice-président en charge des transports, qui est maire de Juilly. Qui est maire de Juilly, et qui est très vigilant sur le sujet. Tu l'as dit, notre communauté d'agglomération est très grande.
on a différentes problématiques. Moi, je suis vice-président en charge des bâtiments. Ce que j'avais dit, moi, peu importe qu'on soit le premier, deuxième, troisième, dixième vice-président, ça m'importait peu. C'est pas le numéro 2, ça, qui compte. C'est notre implication au quotidien. Et toujours. Sinon, enfin, pourquoi on se lance dans cette fonction-là? Si c'est pour répondre à une problématique de reconnaissance individuelle, je peux comprendre pour certains, mais je suis pas sûr que ce soit la politique qui soit le. Il y en a pour qui c'est intéressant. Il y en a pour qui, je pense, c'est le seul moteur. C'est là où c'est inquiétant. Moi, c'est ce que j'avais dit, ce que j'aurais dit encore à mes élus. Posez-vous la question de l'accès au pouvoir. Pourquoi vous voulez accéder? Et ça vaut pour moi aussi. La réponse, elle n'a pas besoin d'être sur la place publique. Elle doit, par contre, être réalisée. Elle doit être, en tout cas, construite intérieurement pour être certaine de ne pas être guidée que par l'accès au pouvoir. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui, autour de moi, ne travaille pas, enfin, en tout cas, ne crée pas ce phénomène tour d'ivoire. Donc ça, c'est une chance. Et puis j'ai la chance d'avoir à la maison des gens qui sont capables de me remettre les pieds sur terre. Ah, ils te tirent pas la manche en disant, dis non, là, ça va pas. Ouais, dis donc, t'es pas en mairie, là. Et ça marche très bien, ça me va, j'adore. Retour, non pas à la réalité, mais à la vie quotidienne. Et retour à ce que je dois être. De mari, de papa. Tout à fait. Et puis, reprendre pied aussi. Ça peut aller très vite, j'en ai conscience. Mais le fait d'en avoir conscience, c'est quand même une aide. Voilà. Mais c'est un risque. On peut perdre pied un peu et se laisser embarquer aussi quand on est peut-être t'as l'air d'avoir un côté peut-être, on va oser dire obsessionnel, mais dans le bon sens du terme. Oui. Hein, vraiment, voilà, pour faire les choses positives. Je pense que, mais je voudrais pas t'amener dans une réponse qui pourrait te poser problème, mais tu dois avoir connu forcément. Je dis avoir connu, comme ça je prends pas de risque sur la connaissance au présent, avoir connu des profils similaires à celui que je viens de dépeindre, c'est-à-dire des gens qui à un moment ne travaillent plus que sur la reconnaissance. La reconnaissance, c'est peut-être la pire des souffrances humaines. Mais le manque de reconnaissance. Sur le bilan, pour te dire, pour conclure sur le bilan. Non, on va pas conclure tout de suite. Bilan financier quand même. Le bilan financier. Comment se porte le porte-monnaie de la ville de Villeparisis se porte bien. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, moi je voulais être certain que sur nos actions, on puisse être mesuré très vite. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Tu l'as dit, peut-être le volet obsessionnel. J'ai demandé très vite avec mon adjointe au maire, donc Stéphanie Deveau, qui est en charge du volet financier, qu'on puisse mettre en place les outils de contrôle. Somme toute, cette BABA, contrôler nos usages. Mais je voulais ça paraît évident quand on le dit. Moi, je voulais que ce contrôle, il soit extérieur. Donc, on s'est engagé dans une démarche de certification des comptes avec le ministère des Finances, avec la trésorerie. L'enjeu, c'est pour être certain que la mesure ne soit pas liée à un service qui pourrait être à un moment très lié aux élus et peut être gêné dans la façon de le formuler. Moi, je voulais que ce contrôle soit externalisé. On sait, la Chambre régionale des comptes va faire son rapport à peu près tous les 5-6 ans. Nous, on a fait une démarche inverse. On dit, vous allez nous contrôler tous les jours, tous les ans. Et tous les jours, toutes nos démarches, nous engagerons dans cette certification. On a signé avec l'ATP pour faire court. Donc c'est un organisme. C'est l'État. C'est le ministère des Finances qui nous contrôle. Mais c'est pas la Cour des comptes. C'est une branche. Dans la même ligne, on va dire. Mais on est contrôlé dans chacune de nos démarches. Moi, par exemple, je dois démontrer, avant que nos élus touchent une indemnité, que nous sommes toujours élus. Mais tout le temps. Comment vous pourriez ne plus l'être Imaginons que j'ai démissionné de mon mandat. Il paraîtrait évident que la ville ou qu'un de mes élus ait démissionné. Il paraîtrait évident que la ville ne lui verse toujours pas d'indemnité. Mais c'est un exemple type. Mais l'ATP va nous demander toujours de venir démontrer que tout le monde est toujours bien élu. Trésorier payeur, par exemple, trésorier public, pardon. Et l'enjeu est bien d'être sur ce contrôle a priori et non pas un contrôle a posteriori. On ne dit pas, l'État ne va pas nous dire si on a bien fait de construire un gymnase ou pas. C'est pas ça l'enjeu. C'est par contre, au moment de la construction de ce gymnase, par exemple sur de l'investissement, est-ce que toutes nos démarches financières sont conformes au droit? Est-ce qu'on est certain d'avoir respecté le droit public sur l'usage des deniers publics? Et donc, il vérifie tout. Si vous avez l'argent pour payer, grosso modo, la démarche aussi qui a été engagée, parce que il faut répondre à des obligations, que l'engagement soit fait. C'est-à-dire que je ne lance pas par exemple cette belle tasse.
je veux acheter cette belle tasse. Tasse Mac Je Journal. dis, Hélène, la tasse Mac Journal me plaît super bien, j'en voudrais 35 pour mes élus. Tu peux. Je peux. Eh ben, j'achète les 35, et puis, comme je te connais bien, on le fait ensemble. Je dis, bah, tiens, ça, à l'oral, ça coûte combien? Et tu vas me dire, la tasse, Mac Journal est un objet rare et cher, donc c'est 100 € la tasse, 35, 3500 €. Je dis, bah, super. Et puis, un jour, tu m'envoies la En facture. vrai, ça coûte pas ça. Non, Même j'ai pas de doute. Et du coup, un jour, tu m'envoies la facture et on paye. Il manquerait quelque chose à un moment. Il manquerait le fait d'avoir identifié la nature du besoin. Pourquoi je fais le choix de cette tasse-là, Mac Journal? Et pourquoi, une fois que j'ai fait ce choix, comment je structure ma commande? Ma commande publique, tu vas me faire un devis. Et je vais m'assurer que si on rentre sur un champ concurrentiel, j'ai plusieurs devis. Et que si j'ai plusieurs devis, comment j'ai structuré mon choix? Et comment j'arrive à mon choix final, qui est de dire, c'est la tasse Mac Journal qui me correspond, que je t'ai engagé financièrement, c'est-à-dire que j'ai bien fait la bonne démarche d'engagement, que tu as bien reçu cet engagement, que tu factures en respectant cet engagement, et que du coup, nous, on te paye en mandate, en tenant compte à la fois de l'engagement et de ta facturation, que l'engagement et la facturation soient les mêmes, pour la même nature de dépense. Voilà. Et ça, c'est important. Dit comme ça paraît tellement évident qu'on se dit, mais pourquoi c'est pas tout le temps comme ça? Oui, et pourquoi tu ressens la nécessité de vérifier tout ça? Puisque normalement, on imagine que dans les services des mairies, il y a de la comptabilité, il y a des vérificateurs, et donc pourquoi? Parce que je crois que l'efficience publique, elle passe aussi par la nature de confiance publique. Et que moi, j'avais besoin de pouvoir démontrer très vite aux villes parisiennes et aux villes parisiens que nous, ça serait respectueux de toutes les démarches. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas avant, et je ne me permettrai pas, en plus j'ai aucun exemple qui me permettrait de dire ça. Par contre, je veux être certain que pour moi, ce soit exactement ça que je souhaite développer comme rapport de confiance. Nous, on est contrôlé a priori. Voilà. Donc, s'il y a une erreur, je peux même pas faire la dépense. C'est pas compliqué. C'est mieux, c'est plus vérifié et vérifiable par un organisme extérieur. Ben, par l'État. De toute façon, c'est celui qui me contrôle au bout du bout. Donc, oui. Qui me contrôle au départ. Et puis, je dors mieux. Enfin, c'est un peu ça. Ça veut dire que j'ai pas de doute sur nos démarches. J'ai pas à me questionner, mince, on a oublié tel engagement, telle procédure. Je sais que c'est fait parce que sinon, j'aurais pas pu mettre en place la dépense. Tout est bordé. Tout est bordé. Par contre, ça demande un travail très lourd pour nos services. Mais qui, de toute façon, devrait le faire, non? Mais là, c'est qu'on vient vraiment travailler dans le sous-détail. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de collectivités qui s'y engagent. Moi, c'est sur toutes mes dépenses. Beaucoup le font, mais partiellement. Moi, j'ai demandé sur toute la nature de mes dépenses. Et donc, comment tu as eu cette idée-là? Peut-être parce que je travaille dans la fonction publique territoriale, peut-être parce que ces liens-là, je les avais naturellement et que ça me venait en tête. Et puis parce que moi, j'avais des indicateurs d'efficience publique. Par exemple, pour notre commune, l'indicateur était autour de 56%, l'efficience de la dépense publique. Là, on est passé à 95,5%. Il ne nous reste plus qu'un seul item à venir compléter. Ça sera fait l'année prochaine. On arrivera à nos 100%. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de communes en France qui puissent dire le même. Là, donc, je te parle. Avant d'être maire, tu avais déjà cette visualisation-là? Depuis très longtemps. Tu voulais le mettre en place? Oui, je voulais. Tu disais que tu pensais que c'était évident. D'accord. Voilà. Donc après, à condition que l'État soit en capacité de l'accompagner et qu'il propose toujours les mêmes dispositifs. Mais ça, je te réponds sur le volet administratif. Parler du volet administratif, quand on parle du budget en soi, du volet technique, ça veut pas dire grand-chose. Mais moi, quand je parle d'efficacité ou d'efficience budgétaire, ça, je suis capable de dire, moi, je tends à avoir 100% d'efficience. Ça veut dire qu'on dépense pas trop. Ça veut dire qu'on dépense justement. Ou voilà, pas au-delà de ses capacités. Surtout pas. Et puis, 2023, année, alors je savais aussi, si tu veux, les marges de manœuvre qu'on avait sur notre budget. 2023, année, on va dire charnière sur ce mandat parce que crise énergétique, inflation, liée à la crise ukrainienne notamment, inflation forte, et l'État qui décide 2 années successives, même 3 années on va dire, d'impacter fortement notre masse salariale. En prenant la décision, on vote les budgets généralement avant avril, pour la plupart des communes en France, et au mois de juin, au mois de juillet, l'État décide, première année, un impact sur la masse salariale, impact important. Ils ont fait de même l'année qui suivait. Il fallait réduire. Non, ils nous ont augmenté la masse salariale. C'est pas évident, nos fonctionnaires territoriaux sont payés par les communes. Ils sont pas payés par l'État, ils sont payés par nous, par notre argent, par nos impôts, là on nous a dit, tiens, on va augmenter
on va augmenter le point d'indice, on va augmenter en fait la rémunération des fonctionnaires parce qu'eux aussi font face à l'inflation, donc il fallait qu'eux aussi aient moyen d'y faire face. Et donc ils ont augmenté tout ça, mais en cours d'année. Donc sous-entendu, toi tu as déjà équilibré ton budget, mais tiens, débrouillez-vous. Et on ne parle pas d'une augmentation pour notre ville de 100 000 ou 200 000 euros. En effet, global, entre les décisions prises entre 2023, 2024 et 2025, on va être à plus de 2,7 millions d'augmentation. D'augmentation. Pas de traitement de fonctionnaires. D'augmentation de la rémunération des fonctionnaires. Oui. Donc j'ai pas augmenté mon nombre de fonctionnaires. Là je te parle d'augmentation du salaire. 2,7 millions sans qu'on ait fait quoi que ce soit. Mais l'État en contrepartie, il nous a pas mis 2,7 millions en plus. Maintenant l'État il a plutôt tendance à enlever des choses. Accessoirement. Et puis là j'ai découvert cette semaine le Rassemblement national a décidé de voter à l'Assemblée une réduction de la dotation globale forfaitaire de 4,9 milliards. 4,9 milliards, si on le fait en manière pondérée, pour la ville, ça représenterait une baisse de 800 000 euros. Quand on prétend à défendre le tissu local, le terroir, quand on prétend à défendre en fait nos communes, on ne leur retire pas des dotations, parce que ces dotations, elles ne venaient pas inutilement pour les villes. Elles étaient bien liées à des fonctions. La dotation globale de fonctionnement, elle est bien liée à des fonctions que les villes réalisent, notamment pour l'État. On accueille dans nos écoles, on fait de l'état civil, on fait de l'urbanisme, on fait de la sécurisation avec la police municipale, par exemple. Bon, je vais passer sur cette décision absurde parce que j'ose espérer que l'ensemble de nos parlementaires retrouveront pied et seront présents pour les votes à venir. Mais par contre, ça a l'avantage d'avoir bien démontré qui était qui. Le RN affirme le fait que les collectivités ne sont pas une réponse. Or, les collectivités sont la solution. Et moi, je le crois. Donc, sur le budget, mon but, dès 2023, ça a été d'identifier avec les services comment on pouvait faire tout aussi bien, puisqu'on avait très vite lancé énormément d'actions, de faire tout aussi bien avec moins d'argent. Et ça a été mis en place. Et puis, d'aller rechercher, je dis souvent que je suis devenu un VRP fiscaliste. Expert de la fiscalité des collectivités, VRP parce que aujourd'hui, on vend une marque, la marque Villeparisis. Et comment on va chercher de l'argent ailleurs? Comment on fait en sorte, notamment sur l'investissement, d'augmenter nos capacités financières? Alors justement, c'est un peu un piège ça, parce que l'État réduit ses dotations, a réduit ses dotations et continue. Les communes, comme Villeparisis, montrent que malgré tout, il y a des bons budgets, des bons bilans. Donc ça veut dire que finalement l'État il a raison de réduire ses dotations. Alors l'État, à force d'augmenter à la fois les dépenses des collectivités, à force d'augmenter les dépenses transférées, même si l'État dit qu'il n'y a pas eu de transfert de charges, il y en a des transferts de charges et il continue à être présent parce que nous sommes en première ligne et que nous répondons souvent aux défaillances de l'État, pas des services locaux de l'État. D'ailleurs, on a des super rapports, généralement, parce qu'on a la même notion de service public et on travaille bien. Mais je sens bien que les structures ne sont pas les mêmes. J'ai été fonctionnaire d'État, donc je suis encore plus en capacité de comparer. Hier soir, je parlais avec un ancien ingénieur des travaux publics de l'État qui me parlait de l'aide technique à la gestion communale. Ça existait à l'époque, c'était pour les plus petites communes. Ça n'existe plus, ça. C'était ce que faisait le ministère de l'Équipement. Donc on a bien réduit ces aides directes. Les services d'urbanisme à l'époque étaient à l'État. Ministère de l'Équipement, aujourd'hui, ils sont en collectivité. L'État a tapé très fort sur les collectivités en disant elles sont responsables. Alors, elles sont aussi responsables du déficit public national. Oui, c'est vrai. Mais dans quelle proportion? Sur quelle action? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des perspectives d'amélioration dans la gestion des collectivités. Mais peut-être que sur la proportionnalité, il fallait être bien plus mesuré. L'État se sert des bilans des collectivités, mais les collectivités n'ont jamais eu le choix. Il y a quelques années en arrière, il fut un temps où les collectivités s'étaient pris le mur du déficit, de leur propre déficit, de pleine face. Tout de suite, elles ont réactivé, elles ont mis en place des outils pour pouvoir à la fois conserver la capacité à faire fonctionner leur collectivité et la capacité à investir. Moi, mon budget, quand il est en déficit, quand je fais un emprunt, mon emprunt, il est toujours mesuré comme un particulier, sur ma capacité à le rembourser, que ce soit sur le volet capital ou sur le volet intérêt. Je n'emprunte pas plus que ce que j'ai le droit de dépenser, et heureusement. Par contre, on emprunte avec une réflexion de bien public, et se dire, par exemple, quand tu fais un emprunt, j'ai emprunté moi pour mon gymnase, j'emprunte pas la totalité du besoin réel, mais j'emprunte pour partie en disant, les impôts passés qui m'ont permis de structurer une capacité financière à faire viennent des générations passées, qui vont être usagères ou qui ne le seront plus pour certaines usagères de l'équipement. Et pour quelqu'un qui arrive aujourd'hui,
l'emprunt que lui va payer dans le temps va être sa participation à aussi la construction de cet équipement. C'est un peu ça l'idée. C'est la continuité d'action. Et la continuité financière, c'est la même chose. Moi, j'ai un déficit public qui est excessivement bas sur ma commune. Quand on me dit, on pourrait réduire encore plus, mais je dis, mais quel est l'intérêt? Moi, j'ai un déficit dont la majeure partie va tomber, quand j'entends un déficit, en remboursement d'emprunt, qui va tomber, la majeure partie va tomber en 2029, 2030. On va quasiment être à zéro. Mais ça veut pas dire que pour autant, c'est preuve d'une bonne gestion. Une collectivité, elle doit savoir emprunter quand c'est nécessaire. Elle doit simplement maîtriser sa capacité de remboursement. Oui, parce que l'emprunt est parfois, souvent même intéressant. Malheureusement. À condition d'avoir un bon budget aussi. Oui, à condition d'avoir un budget qui permet d'y prétendre. À l'équilibre. Mais on est toujours à l'équilibre. Contrairement à l'État, nous, on est à l'équilibre en fonctionnement, même mieux qu'à l'équilibre. Nous, on se garde. Alors, pour Villeparisis, je parle. Moi, je me garde forcément de l'argent pour pouvoir transférer sur de l'investissement. C'est-à-dire que j'équilibre mon fonctionnement et en plus, j'ai une poire qui me permet chaque année de faire de l'investissement. Ce qui n'existait pas quand tu es arrivé à la mairie. Si. Ça existait. Ça a toujours été. Villeparisis a toujours, que ce soit le mandat de mon prédécesseur ou les mandats suivants sur José Nka, on a toujours su faire en sorte de protéger notre budget. On n'est pas une ville riche. Quand on n'est pas une ville riche, on est encore un peu plus attentif. C'est pour ça que ça répond à ta première question sur pourquoi je voulais mettre en place ces mesures ou ces outils d'efficience budgétaire, parce que j'ai conscience que nous ne sommes pas une ville riche. Je ne pense pas forcément aux revenus moyens, je vais te parler plutôt des ressources moyennes de la collectivité. Sur les 72 communes de même strate sur la région Île-de-France, on est toujours dans les 3 dernières communes en termes de ressources. Voilà. Alors c'est quoi les ressources? Les ressources, c'est les ressources directes, tout d'abord la taxe foncière, puis après il y a les ressources indirectes, les ressources de l'État, la dotation globale de fonctionnement par exemple, d'autres ressources. Dans les ressources naturelles qu'on peut avoir, j'oubliais par exemple les entreprises, la communauté d'agglomération, mais quand on le compare ces ressources par rapport à notre nombre d'habitants, c'est là où on est capable de pondérer et de mesurer. Et moi je sais qu'on est toujours dans les 3 plus basses. J'ai dû augmenter la taxe foncière en 2023 de 4,7%. Pourquoi? Parce que dans les faits, en 2023, je me retrouve à avoir une augmentation décidée par l'État sur la masse salariale, plus les fluides, plus l'inflation, plus nos contrats par exemple, restauration alimentaire. Le prix du repas acheté, c'est 53% de plus. C'est un impact. On est passé de 800 et quelques mille euros de dépenses annuelles en achat de repas à 1 million de repas pour la restauration scolaire. Et pour autant, on n'a pas impacté le prix aux familles. Alors pourquoi vous êtes toujours dans les 3 derniers là? Parce que c'est tendanciellement, moi j'ai pas une grosse zone d'activité, j'ai pas Villeparisis. Comme Mitry, tu veux dire par exemple? Oui, mais les villes qui m'entourent sont souvent avec un potentiel fiscal bien plus élevé que le mien. Parce qu'elles peuvent avoir un tissu industriel, un tissu artisanal, des grosses entreprises implantées, celles et ceux qui ont la chance, si je le regarde purement factuellement sur la partie financière. La chance, je peux pas mesurer mon propos, mais d'être lié à un aéroport, c'est souvent jackpot. Ouais, toi, t'as pas d'aéroport. Moi, j'ai pas tout ça. Par contre, je suis entouré de ces villes avec un potentiel fiscal supérieur. Effectivement. Donc, il faut qu'on travaille différemment. On ne peut pas donner le même volant d'action à nos services. Mais on leur dit, par contre, vous allez faire aussi bien, voire mieux. Donc soyons ingénieux. Alors, est-ce que tu peux dresser une liste rapide, parce qu'on va pas pouvoir passer dans tous les sujets avec détail, ce que tu as réalisé, ce que la collectivité, la municipalité de Villeparisis a réalisé dans les travaux, dans les évolutions, dans les tarifs de cantine. On a vu un domaine culture, spectacle, on a parlé de ça, sécurité. Je peux te parler de tout, je vais essayer juste de synthétiser. Si on parle en investissement, on a fait 35 millions d'euros en propre investissement. Si on ajoute avec l'investissement de la communauté d'agglomération, on est à plus de 65 millions d'euros sur la ville. D'accord, mais dans quoi alors? C'est parti dans tous les domaines. D'abord, le plus gros des domaines, l'assainissement, parce qu'on était très en retard. La ville avait une injonction européenne, il s'agissait d'y répondre. Donc beaucoup de travaux de voirie, plus de 10 millions d'euros en propre, et plus de l'assainissement, 25 millions d'euros pour l'aglo. Ouais, l'assainissement, ça comprend l'eau et surtout les évacuations. Principalement les évacuations, pas l'accès à l'eau, parce que ça, c'est géré par un syndicat chez nous et qu'il y a des travaux déjà réalisés, mais beaucoup de choses ont été faites sur le sujet de l'eau sur les années précédentes. Là, la problématique était vraiment
cristallisé sur l'assainissement. La communauté d'agglomération a fait une nouvelle station d'épuration. On a refait les Qui réseaux est dans la rue. où? Qui se situe sur le secteur nord-est de la ville, aux abords de celle qui était déjà présente zone d'activité. Mais c'est un très gros investissement que la ville n'aurait jamais pu porter en propre. Mais c'est, voilà, parce que c'est une compétence de l'agglo. C'est une compétence assainissement de l'agglo. On a fait aussi, du coup, quand on fait des voiries, on fait d'abord l'assainissement, puis après on refait les voiries. Et ça, je dis, c'est quasiment 30 millions d'euros de travaux. Jamais la ville n'avait fait ça. De toute façon, le montant global que je t'annonce, déjà les 35 millions d'euros en propre, jamais la ville n'a fait autant. Mais de très loin, on parle d'un écart de 10 millions d'euros. Mais alors si en plus tu ajoutes le montant des travaux réalisés par la communauté d'agglo en appui, ce sont aussi nos impôts, ce sont aussi le produit des taxes des villes parisiennes. Donc c'est bien que ça revienne aussi pour partie à Villeparisis. Donc quand on dépasse les 65 millions d'euros au global, ça se voit. On a fait beaucoup pour le cadre de vie. Le cadre de vie, ça peut être des fois planter un arbre, mais ça peut être aussi la mise à niveau des québus, par exemple. On a fait Les écoles, on a fait l'éclairage public. On est passé, alors là, l'État nous a aidés, et j'ai encore en tête l'appui du sous-préfet de l'époque, Nicolas Honoré. On a fait un deal gagnant-gagnant sur le fond vert, et on a rénové plus de 60% de notre éclairage public. On est passé sur de l'éclairage public à LED. On a fait, on a réalisé des équipements. Je parlais tout à l'heure des 6 classes réalisées dans les écoles. On a fait des équipements sportifs. La piste de BMX, c'est un équipement qui n'existait pas. On a travaillé sur le stade des Petits Marais. Là, il y a par exemple le boulodrome qui va arriver, le pas de tir à l'arc, les études sont engagées, les demandes de financement. Le conservatoire, on l'a pas sorti de terre, mais on l'a fait labelliser. Il y a ce qui est matériel, qui est palpable, puis il y a des fois des actions qui répondent je dis, c'est un mot que n'aime pas ma directrice de cabinet, je parle de l'immatériel. Mais pour autant, quand je parle d'immatériel, quand on fait la commémoration pour l'abolition de l'esclavage, quand on se mobilise autour de ça, c'est du devoir de mémoire, c'est de l'immatériel. Ça n'existait pas avant, nous on le met en place, mais c'est pas innocent. Je sais ce que quand je t'ai dit quelle était ma ligne, je sais aussi pourquoi je suis sur cette ligne-là. Mais on a fait des actions, des fois qui ne relèvent pas que de l'investissement. Très vite, en début de mandat, je me souviens de mon adjoint à l'éducation, Alain Gorez, qui, sur la semaine, tu sais, de transition, tu es pas encore élu, mais tu sais que tu vas l'être. Il fallait qu'on acte très vite sur les colos apprenantes et les vacances apprenantes. On a travaillé pour pouvoir mettre ça en place, avec l'aide de l'État. Heureusement d'ailleurs, mais je sais pas, je n'ai pas en tête le nombre d'enfants qui sont partis tout au long du mandat, mais c'est énorme. Quand on fait partir la première année, je crois qu'on était à 120 enfants en colo apprenante sur ce dispositif-là, en plus des autres séjours jeunes que nous mettons en place. Je pense donc avec des tarifs là pour les familles c'est 20 euros par exemple. Ouais. Sur une colo de 500 euros, pour la famille a 20 euros à y mettre. L'État mettait 400, nous 80 et la famille 20. Et on parle de colo apprenant parce qu'il y a aussi le volet pédagogique à réappropriation des éléments scolaires pour préparer aussi la rentrée. C'est plutôt intéressant à porter comme programme. Mais on a mis en place très tôt aussi l'aide aux familles. C'est la quasi-gratuité sur les fournitures scolaires. On achète les fournitures scolaires avec justement l'appui des équipes pédagogiques, des équipes enseignantes. Quand je te parle tout à l'heure de l'accès à la culture pour les plus jeunes, on travaille beaucoup avec les écoles, les collèges. C'est important. Le prix de l'éloquence, par exemple, on l'avait pas prévu. On a mis en place le prix de l'éloquence à la 3e année, là. Et c'est une réussite absolue. Au-delà de la démonstration factuelle qu'on a des jeunes talents à Villeparisis et Villeparisis, c'est aussi, il n'y a pas que ceux qui arrivent en finale et qui sont sur la scène du centre culturel, c'est aussi tout le travail qui est fait pour nos jeunes collégiens de 3e sur l'année, l'accompagnement avec nos services, avec des équipes spécialisées et qui vont aider à prendre confiance. Je pense à l'animation senior, aussi tout ce qu'on a mis en place sur l'animation senior. Tu vois, le fait d'avoir à l'époque, on pouvait choisir de participer soit au repas senior, le banquet, soit recevoir le colis. Nous on a dit non, on fait les deux. On ne veut frustrer personne. Toujours sur les colis, on est passé d'un colis, avant qui était un colis alimentaire, on est passé d'un colis maintenant, colis alimentaire et colis bien-être. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Oui, on fait pas les deux en même temps. Mais par contre, chacun peut y prétendre. Et ça marche très bien. On a fait le choix aussi de pouvoir porter le colis. On a mis en place, par exemple, le bus citoyen. C'est une action du aller vers, qui tend vers le aller vers. Et les services en sont saisis. Mais là aussi, on a mis en place, ce qu'on appelle un DR, en fait. C'est un dispositif. Un DR? Un DR, oui. Un dispositif qui permet de recueillir pour faire les papiers, les pièces d'identité, passeport, carte d'identité. On a eu l'autorisation avec la préfecture qui a joué le jeu en disant, pourquoi vous voulez faire un DR mobile?
Parce que nous, on est dans le aller vers. Et le aller vers, c'est être présent sur les quartiers. Et là aussi, fort de notre succès, parce que c'était passé sur quelques chaînes de télé, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui venaient de très loin. Mais quand je dis très loin, il y a encore une fois de Marseille, des personnes qui est venue parce qu'il a vu le reportage. Et que là où les prises de rendez-vous, il y a encore 2-3 ans, portaient à 3-4 mois, sur les plateformes, nous, dans l'immédiateté, on te recevait. Mais du coup, ça fait quoi, ça? Ça permet aux habitants de ne pas forcément avoir à se rendre en mairie, de descendre au pied de leur habitation. Ça permet à des gens d'avoir un dispositif, un service de la ville, qui les renseigne en complément sur différents sujets. Là, par exemple, c'est une aide pour faire tes demandes de papier, tes demandes de passeport, carte d'identité. Donc là, il y a des gens qui viennent de loin dans un bus citoyen, parce que nous, on avait un planning de rendez-vous qui était ouvert à tout le monde. Là où des fois, il fallait attendre 3-4 mois pour accéder juste au rendez-vous en collectivité. Donc les gens prenaient le train pour venir chez nous. On l'a découvert parce que c'est passé sur quelques chaînes télé et que du coup, ça avait été mis en avant. C'était un dispositif du coup, on a des collectivités qui nous demandent comment vous avez fait ça. Bus citoyen électrique qui sillonne sur la ville, qui nous accompagne lorsqu'on fait... par exemple, le bilan annuel dans les quartiers, on se déplace avec ce bus, on parle à la population et ça nous permet d'avoir un service support. C'était totalement innovant. Ça n'existait pas déjà à Villeparisis et sur la forme, je pense que ça n'existait pas ailleurs. Il va falloir parler du programme maintenant parce que si pour le précédent mandat tu avais 124 propositions, est-ce qu'il y en a d'autres maintenant et combien? Sur le précédent mandat, 124 propositions, beaucoup concernaient aussi du fonctionnement de la collectivité. Et ce qu'on a mis en place, on va le faire perdurer. Donc mon engagement, c'est simplement de le faire perdurer. Ce qui répond, par exemple, lorsqu'on fait des activités sportives, le sport vacances, qui est gratuit pour les familles qui peuvent venir, pour les enfants, pendant une semaine, ça on va continuer à le développer. Je vais pas le refixer comme étant un nouvel engagement, c'est un engagement de continuité. Néanmoins, ça va être un mandat de vigilance parce que je me dis que l'État n'est pas à l'abri d'avoir encore quelques nouvelles agressions contre les collectivités. Je pèse mes mots quand je dis ça, ou en tout cas manque de soutien, et qu'il faudra qu'on soit vigilant sur nos capacités à continuer à faire. Néanmoins, c'est un mandat de réalisation. On a lancé le conservatoire. Le conservatoire, il va atterrir sur le mandat prochain parce que il a fallu d'abord le faire labelliser pour prétendre à des subventions. Ça a pris 2 ans. Le conservatoire à rayonnement communal. Toutes les démarches, les études. Et puis du coup, au moment où on labellisé, entre l'argent qu'on nous a promis et l'argent qu'on va recevoir, il manque 1,2 million. Donc on a recherché de nouvelles ressources financières. Bon, mais ça va se réaliser sur le mandat qui suit. On a le lycée. Alors le lycée est porté par la région. Il est porté aussi en cofinancement puisque nous on a financé l'acquisition du foncier, mais on a financé aussi tous les abords extérieurs. Comment on aménage. Le lycée arrive en septembre 2027. Si tout va bien, pour l'instant on n'a pas de retard. La rentrée 2027 est plutôt toujours la bonne période pour nous sur cette construction-là. On aura aussi de nouveaux équipements structurants. Le complexe aquatique. On a une piscine une piscine tournesol, un avenir architectural à sauvegarder dans l'esprit. Pourtant, ça ne répond plus aux usages aujourd'hui. Donc, on va avoir un nouveau complexe aquatique construit avec la communauté d'agglomération, par la communauté d'agglomération, mais sur Villeparisis, qui va arriver sur le mandat prochain. Une crèche 40 berceaux. Et j'oublie encore bien d'autres objets. J'entends objets d'équipement public pour la ville. Mais ça va être déjà le préalable à. C'est déjà... On va se concentrer sur ces réalisations, faire en sorte qu'elles puissent émerger. Je pense au nouveau dojo aussi, j'ai oublié, parce que quand on va livrer la piscine, ça va libérer l'ancienne piscine qu'on va transformer en complexe arts martiaux, pour garder aussi cette omnia architecturale. Donc tout ça c'est le mandat de réalisation. Mandat de continuité dans nos actions, continuité et renforcement. Par exemple, sur la sécurité, tout à l'heure tu me posais la question du bilan, mais sur la sécurité, on a donné bien plus d'outils que ce qu'avait notre police municipale précédemment, que ce soit en taille humaine, en nombre d'agents, mais aussi en moyens de fonctionnement. Ils ont des véhicules neufs aujourd'hui adaptés, ils ont des outils complémentaires. Il y a combien d'agents aujourd'hui, si on prend tout le vecteur police municipale et intercommunal agents, aussi, non, moi c'est que communal, c'est juste communal. L'ensemble des services concernés, on est à 27 ou 28 agents. Tous ne sont pas policiers municipaux, mais on a des ASVP, on a aussi des opérateurs vidéo, on a des personnes qui interviennent pour la surveillance, par exemple, du parking d'intérêt régional, et ainsi de suite. Et en plus, il y a un commissariat à Villeparisis de police nationale, mais bon, qui n'est évidemment pas géré par la ville, puisque c'est national. Non, je suis pas le shérif de la ville.
comme certains pourraient laisser le penser. Non, c'est pas vrai. Oh. Parce que des fois, ça peut être la méconnaissance. Les gens pensent que, comme on dit qu'on est au PJ, qu'on a la main sur un commissariat. Non, c'est pas vrai. On n'a jamais eu la main sur un commissariat. Ça, c'est bien du ressort de l'État et non pas de la collectivité. Ce qui n'empêche pas la bonne coordination des services. Le maire est de toute façon le premier magistrat de la commune. Donc, oui, mais par premier magistrat, ça peut laisser entendre beaucoup de choses. En tout cas, sur la question de la sécurité, non, je ne suis pas armé, tu le vois. Et non, mais ma police municipale l'est. D'ailleurs, on va les doter de taser là en complément de leur dotation pour une arme de défense. J'ai en tête moi la possibilité de leur permettre d'avoir une brigade motorisée. On a augmenté le nombre de caméras de vidéoprotection. On est passé d'une 60aine, aujourd'hui on est à 124, je crois. Tiens, c'est pas mal ça, la concordance des chiffres. 124 caméras de vidéoprotection et on va continuer à augmenter, mais petit à petit, on a modernisé tout notre réseau parce que là, la technologie évolue énormément. Ce qui était valable en 2018 ne l'est déjà plus aujourd'hui. On le voit tous avec nos écrans, nos smartphones. Comment ça se passe au niveau sécurité, justement, délinquance à Villeparisis, où il y a quand même une gare, et on sait que ça apporte parfois, souvent des problèmes de stupéfiants. La problématique de Villeparisis est liée à la problématique des villes-gares, donc trafic de stupéfiants. Moi, ce que j'ai demandé à la direction départementale sur la sécurité publique, c'est d'intervenir prioritairement là-dessus. Parce que c'est d'abord, ce sont leurs fonctions, leur métier, et de réduire le plus possible ces trafics. Maintenant, je sais que j'écoutais la dernière fois un reportage à la ville de Saint-Ouen, je crois, qui a réduit 90% de ses points de trafic de stupes. Et donc, on demandait, mais ça veut dire quoi? Et je crois qu'ils ont mis, de mémoire, c'était plus de 2500 équivalents temps plein pour intervenir. État. Je suis sûr qu'à Villeparisis, j'aurais pas 2500 équivalents temps plein. Par contre, tous les ans, je rappelle au ministre de l'Intérieur, même s'ils ont évolué, c'est la dernière fois qu'ils ont changé, tous les ans, j'écris en disant, remettez je vous demande, je l'écris autrement, bien évidemment, mais s'il vous plaît, mettez des moyens pour notre police nationale. Donnez-leur les moyens de fonctionner. Ils me répondent. Certains, sur les premières années de mandat, me disaient, c'est super, je suis d'accord, en plus on a une bonne coordination, donc au moins, on remplacera les départs en retraite, ce qui était déjà pas mal. Et là, Retailleau m'a écrit en disant, c'est super, vous avez le droit de vous préoccuper de tout ça, mais c'est pas votre problème. Merci pour la coordination, mais ça, c'est pas votre sujet. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qui est très important, c'est le nom de la liste. Avant, nous appelions Villeparisis avec vous. Je t'ai dit que nous allions affirmer cette continuité, parce que je considère que le mandat est bon, avec des actions fortes, qu'il va falloir conforter. Et donc, on s'appellera toujours et encore Villeparisis avec vous, parce que ce sont toujours les mêmes ressources, ce sont toujours les mêmes attentes exprimées par les Villeparisiens et notre volonté de pouvoir y répondre. On affirme une continuité parce que j'estime qu'on a fait énormément d'actions positives pour la ville. Donc ça, je veux assumer cette continuité. Néanmoins, si en termes de grandes actions, lorsqu'on parle de l'arrivée du lycée, c'est quelque chose de nouveau. Lorsqu'on parle du conservatoire qui va arriver, c'est un investissement qui va tourner autour de 9 millions d'euros. C'est quand même pour eux. Ça va se concrétiser. Voilà, ça va se concrétiser. Mais vous les avez préparés. Oui, mais par contre, ce que ça veut dire en déclinaison d'action, ce que ça veut dire pour nos services, notamment pour le conservatoire, ce que ça veut dire comme animation pour la ville, ça change la donne. Lorsque je parle d'une crèche 40 berceaux, ça va aussi changer sur l'accueil petite enfance. Sur la santé, j'ai bon espoir. Alors là, j'ai été échaudé en cours de mandat parce qu'on avait un projet, on était à 3 jours de signer devant chez le notaire, c'était en 2022 ou 2023, et jusqu'à ce que les porteurs de projet, parce que la RS réduisait aussi sa capacité d'accompagnement financier, les porteurs de projet ont dit non, finalement on s'arrête là, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, mais on peut pas aller plus loin. Je peux entendre quand il y a quand même une difficulté, une réalité financière, mais j'ai même pas pu avoir le temps de leur dire, mais qu'est-ce qui vous manque? Donc on travaille depuis 3 ans sur des solutions. C'est compliqué la RS. Sur les centres municipaux de santé, ou sur les maisons de santé pluridisciplinaires. Et c'est pas évident. Mais là, je sais, parce que on travaille avec une maison, avec un ensemble un collectif de médecins qui sont construits en maison de santé pluridisciplinaire, on travaille pour identifier un nouveau complexe où ils pourront aussi accueillir de nouveaux médecins. Je sais, moi, qu'il ne faut pas attendre qu'on n'ait plus de médecins pour la ville pour acter. C'est pour ça qu'on y travaille depuis le mandat. Mais pour autant, ça n'a pas été conclusif comme je l'espérais. Mais et si tout va bien, même avant la fin de ce mandat-là, je pourrais annoncer des bonnes nouvelles. Donc j'en suis plutôt satisfait. Mais par contre, ça va se concrétiser dans le mandat qui suit.
De la même manière, j'ai bon espoir aussi dans le cadre du schéma de cohérence territoriale qui va se mettre en place, d'avoir une urbanisation complémentaire, non pas pour du logement, mais tout simplement pour y accueillir des nouvelles activités économiques. Qui dit activité économique dit emploi. On a déjà travaillé sur le sujet puisqu'il y a déjà une petite zone d'activité qui est en train de se construire aux abords du Truffaut. Et je leur fais de la publicité avec grand plaisir. C'est un grand Truffaut qu'on a à Villeparisis. Tout le monde connaît. Et tout le monde connaît le Truffaut de Villeparisis. C'est parfait. Il faut continuer à y aller. Mais à côté, on va avoir une petite zone d'activité complémentaire. Mais là, j'espère avoir ces 20 hectares d'urbanisation supérieure. Au-dessus, non? C'est au-dessus? Non, c'est sur un secteur proche francilienne, tout à l'est de la ville. Que ce secteur nous apporte de l'emploi, de la ressource complémentaire financière pour nous et pour la communauté d'agglomération. Il y a aussi des enjeux de développement, je pense, sur le pôle gare, tout au nord de la ville. On a fait beaucoup, si je devais sectoriser, là en termes d'aménagement routier, pour notamment anticiper l'arrivée du nouveau lycée. On a fait beaucoup sur la partie sud, parce qu'il s'agissait d'avoir une gare routière présente. Là, pour la partie nord, les abords de la gare SNCF, ça veut dire aussi gare routière pour nos bus, ça veut dire notre capacité à faire venir ce public qui est usager du RER dans des conditions de qualité bien supérieures à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc il y aura aussi cette volonté de réaménagement. Et puis un mandat qui va être tourné sur le cadre de vie, l'amélioration du cadre de vie. Sur la continuité, c'est aussi l'affirmation de cette volonté de continuer à animer cette ville. Tout ce que je vois, ce qu'on a fait, je dis pour les actions pour le plus jeune âge, mais aussi pour les seniors. Il n'y a pas que le centre culturel. Moi, je veux que cette ville vive. Moi, quand je vois dans mes opposants, et j'en ai pas trop parlé, mais quand je vois que j'ai un opposant qui n'a jamais mis le pied sur une seule de nos animations en 5 ans, je me dis, mais ça veut dire quoi comme représentation? Ça veut dire que demain, on enlève tout ça? C'est ça l'enjeu? Moi, je pense que cette ville, au contraire, elle doit encore vivre encore plus fortement. Quand on fait le festival Primo, par exemple, sur le volet culturel, c'est un choix. Bien sûr que ça coûte à une ville, mais toutes nos actions coûtent. Mais le festival Primo, c'est la valorisation des arts de la rue, gratuitement, pour que chacun puisse venir. C'est avec la communauté d'agglo aussi. Ça va avec la communauté d'agglo, mais c'est financé pour majeure partie sur l'action Villeparisis par Villeparisis. On fait, l'agglo nous fait un complément sur le sujet. L'agglo nous aide bien par ailleurs. Mais là, sur le sujet, c'est nous. C'est un choix. Quelle dimension on veut donner à ce volet animation et festif pour la ville?